Bienvenue dans cette première chronique d'experts sur le thème les 5 cas d'usage de la CDP, de la Customer Data Platform. Cette chronique vous est donc présentée par Guylain Gridel, notre directeur conseil data et CRM. Bonjour. Bonjour Guylain. Et par moi-même, Noémie Legoubet, qui suis marketing manager chez Avancy. Un tout petit mot sur notre nouvelle série de chroniques d'experts qui jalonnera cette année 2021. Nous détaillerons des sujets d'experts en fait, autour de la data afin de vous éclairer le mieux possible sur la complexité de tous ces sujets. Avant tout, laissez-moi vous présenter en 2 mots Avancy. Avancy est une agence conseil data et CRM qui accompagne ses clients depuis maintenant 25 ans dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie relationnelle. Pour cela, en fait, on part de la data pour arriver à l'expérience client. Nous avons 3 pôles d'expertise. Le premier pôle qui s'articule autour des solutions data. Donc, nous intégrons en fait ces solutions chez nos clients, RCU, CDP en particulier, pour permettre une vision unifiée de leurs clients et d'utiliser intelligemment leurs données. Ensuite, notre deuxième pôle d'expertise est un pôle data intelligence qui vise à comprendre en fait le comportement des clients, à améliorer la connaissance client en proposant des segmentations de la base de données et un scoring des clients. Et enfin, tout ce travail est en fait au service de notre troisième pôle d'expertise qui est le pôle stratégie activation CRM, dont l'objectif est en fait d'accompagner les entreprises pour faire vivre à leurs clients une expérience unique à travers la création et l'activation de plans relationnels. Les secteurs d'activité avec lesquels nous travaillons sont plutôt dans le secteur du retail, des pure players, des e-commerçants ou des marques. Un petit mot rapide sur nos partenaires, parce qu'en fait, cette chronique a été créée avec deux partenaires. Le Customer Data Platform Institute, CDP, qui est en fait une organisation indépendante qui vise à aider l'ensemble des marketeurs à protéger leurs données et qui rassemble en fait les principaux acteurs du marché de la CDP. Le deuxième, Bluven, qui est une CDP nouvelle génération, en fait, est le partenaire intégrateur officiel en France. Cette CDP est dédiée à la collecte de la data, l'unification, l'analyse et le pilotage des données clients à des fins marketing. Sachez que Bluven a reçu de nombreuses récompenses en 2019 au titre de leur plateforme reconnue sur leur marché, et il est membre fondateur du CDP Institute. Voilà, je laisse donc la parole à Guillaume. Merci Noémie. Donc au quotidien, je travaille avec des équipes marketing dans des secteurs d'activité divers et variés, comme Noémie a pu vous le dire. Et mon rôle va être de les aider à prendre des décisions éclairées basées sur l'étude de données clients et à tirer parti d'une vision véritablement multicanal ou omnicanal de chaque client afin d'améliorer leur interaction entre la marque et le client et globalement leur engagement et leur communication. Donc on va voir pendant ce webinaire d'abord quelques constats sur ce marché et quelques exemples de besoins auxquels la CDP peut répondre. On verra aussi pourquoi est-ce que toute CDP n'est pas forcément identique. Il faut essayer de bien comprendre ce qu'est une CDP et des quelques points sur lesquels il convient de prêter attention. Et puis enfin, on verra donc 5 cas d'usage qu'on a estimé intéressants de vous présenter et qui ont un fort ROI. C'est des cas d'usage qu'on multiplie un petit peu chez tous nos clients. On se rend compte que c'est vraiment des cas qui font écho à des problématiques vécues. Voilà. Alors, tout d'abord, ce qu'on va constater chez nos clients, c'est d'abord un problématique de ce qu'on appelle de data quality management, donc de problématiques liées à la qualité des données clients, soit parce qu'elles sont collectées en silos de données, soit parce qu'elles sont fausses ou manquantes, soit parce que on va avoir une vision qui va être tronquée, partielle ou erronée des données clients, ou tout simplement, on va en faire une mauvaise exploitation des données. Alors, souvent, quand on pense à expérience client, on va penser à collecte de données, mais comment on fait pour générer une bonne expérience client quand on a des données qui sont erronées, qui ne permettent pas justement d'une expérience qui soit personnalisée, sans couture, et qui permettent d'avoir une vision, je dirais, entre la marque et client qui soit vraiment parfaite. Donc, on pense que l'expérience client, c'est d'abord un dialogue entre la marque et le client. C'est une fidélité qui existe. Alors, cette fidélité existe depuis longtemps, depuis 100 ans, 200 ans, depuis que le commerce existe, on va dire, il y a une forme de fidélité entre le commerçant et ses clients. La différence aujourd'hui avec la big data et la collecte de données clients digitales, c'est qu'on est en mesure de pouvoir, en fait, justement, faire ça à grande échelle. Des millions de clients, des millions de profils, des milliards de parcours clients différents. Et ça de façon automatisée.
C'est la grande différence. Donc, on va constater que si ces données sont fausses ou partielles ou mal collectées, ça va poser problème. La deuxième problématique qu'on va rencontrer, que la CDP permet de résoudre, ça va être aujourd'hui, beaucoup de clients recourent à des processus qui sont manuels dans l'entreprise. Donc forcément, qui dit manuel, dit erreur manuelle potentielle, et effectivement, et surtout dit multiplication du temps et des ressources nécessaires pour pouvoir gérer ces traitements manuels. Une CDP pourra effectivement gérer ça de façon plus automatisée en termes de collecte. Il y a aussi une problématique autour de l'absence de source unique de vérité. Chaque service aura sa propre source de données différente. Les commerciaux auront leur CRM, les marketeurs auront probablement leur outil de marketing automation. Le service client aura son service aussi individualisé. Et donc forcément, qui dit différentes sources de données dit différentes vérités d'entreprise. Autre défi que nous, on rencontre souvent chez nos clients, c'est la capacité à pouvoir analyser ces données clients, tout simplement. Parce que par manque de maîtrise, par manque aussi d'outils. Enfin, surtout, il y a aussi un manque de cohérence en fait, de ces données clients et un manque de consistance. Voilà. Et puis, trois autres problématiques qu'on rencontre souvent, effectivement, c'est l'incapacité du coup, de l'IT à délivrer forcément les projets en temps et en heure par un manque de ressources, tout simplement. Donc, un goulet d'étranglement de façon assez, je dirais, fréquente, on va dire. Il y a effectivement des contraintes réglementaires. Là, chaque année, on se rend compte, il y a eu le RGPD, bon, et chaque année, on nous rajoute une petite couche en plus de contraintes réglementaires. Donc ça, il faut les prendre en compte, hein, sous peine d'amende très forte, et sous peine aussi de détérioration de l'image de l'entreprise. Et puis enfin, ce qu'on remarque aussi, c'est que voilà, les équipes tournent beaucoup chez nos clients, donc il y a forcément des départs, des équipes qui se reconstituent. Et donc, de fait, des équipes à former à chaque fois avec une perte de connaissances importante. Voilà. Donc, ce roulement crée forcément une situation instable chez nos clients. Et donc, tout ça va pouvoir être pris en compte par une CDP. Donc, on va rapidement voir aujourd'hui ce qu'est une CDP et comment est-ce qu'on arrive à être sûr que c'est une CDP. Donc aujourd'hui, il y a le CDP Institute de qui on est partenaire, qui a proposé 5 critères qui ont été définis et qui sont aujourd'hui 5 critères qui font vérité aujourd'hui sur le marché. Il y a d'abord une source unique de vérité. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir acquérir des données de n'importe quelle source, forcément. Et donc, qui dit n'importe quelle source dit que la CDP doit être agnostique en termes de source de données. Des données à la fois propriétaires, des données first party, mais aussi des données third party, hein, des données externes, des données second party. Voilà, peu importe la donnée, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, la CDP doit pouvoir du coup l'ingérer, l'acquérir, pour pouvoir créer une source unique de vérité. Deuxième critère, une CDP doit être capable d'ingérer l'ensemble des détails des clients. Ici, on ne parle pas de données agrégées, de données partielles, on parle bien de données qui sont effectivement complète, totale, donc pas synthétique. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir en fait avoir une granularité qui soit parfaite et totale. Troisième critère important, c'est que la CDP doit être capable de stocker des données de façon indéfinie. On doit pouvoir, dans le temps, revenir en arrière, 5, 10 ans si besoin, pour aller confronter des cycles de vie de 2020, 2021, 2022 à des cycles de vie de 2015, 2016, 2017. C'est important pour essayer de comprendre comment la robustesse du cycle de vie se dessine. Voilà. Donc, qui dit effectivement stockage de données, dit effectivement une pression au niveau du stockage. Une CDP doit être capable de pouvoir gérer un hébergement infini de données. Quatrième critère, c'est créer des profils unifiés d'individus identifiés. Hein, forcément, il y a des millions de fiches contacts. Et ces données sont des données personnelles. On doit pouvoir rattacher des données anonymes à des données personnelles de façon à créer des fiches unifiées d'individus identifiés. Et puis enfin, cinquième critère, qui est pas le moindre, c'est partager effectivement les données à des systèmes tiers, donc pouvoir connecter la CDP à N systèmes tiers qui, eux, auront une vocation, je dirais, fonctionnelle en termes marketing. Voilà. Donc 5 critères qui permettent aujourd'hui de s'assurer qu'on parle bien à quelqu'un qui a une plateforme qui, effectivement, est une CDP et qui n'est pas une DMP, qui n'est pas un CRM, qui n'est pas un RCU. Voilà. Autant de critères qui vont qualifier une CDP. Oui, donc Guylain, commençons cette deuxième partie de notre chronique avec le premier cas d'usage qui va démontrer en fait l'importance de regrouper les silos de données pour personnaliser l'expérience client on et offline. Et c'est avec l'entreprise Subaru, qui est un constructeur automobile, que nous allons commencer.
Effectivement, merci Noémie. Donc, on va vous parler de Subaru, donc un client qui avait effectivement un énorme enjeu autour de la collecte de données clients, puisqu'en fait, ils avaient effectivement tout au long du parcours client un certain nombre d'interactions entre les concessions, les franchisés, les marques, les sites web, un certain nombre d'informations qui venaient de la part des clients et qui venaient en fait jalonner le parcours. Le problème, c'est que ces données étaient collectées en silo, service par service. Chaque département gérait son petit canal de son côté et il n'y avait pas de mise en commun d'informations. Il y avait même des concessions qui notaient sur un petit bout de papier le nom des clients. On était très loin d'une vision client unifiée. Voilà. Donc, on a effectivement, dans ce cas-là, une vision du client qui est décousue, puisqu'en fait, on n'arrive pas à unifier l'ensemble du parcours. Et même si c'est important de bien collecter les données clients, ce qu'il faut surtout, c'est éviter les collecter de façon disparate, avec des silos de données. Donc, ce qu'a fait Subaru, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle un référentiel client unique, leur permettant de pouvoir agréger les données, les centraliser au niveau d'un entrepôt de données unique, à vocation marketing et commercial. Voilà. L'enjeu, c'est d'avoir une expérience client qui soit cohérente et consistante. Les bénéfices immédiats qui ont pu du coup se ressentir, ça va être de leur côté des indicateurs de performance de type nombre de ventes de véhicules, nombre d'essais sur route qui ont pu être réalisés, nombre de renvois de prospects en concession. Voilà. Donc on a vu effectivement un avant et un après. Entre avant, j'avais effectivement des données disparates éparpillées. Après, j'ai une CDP avec un CV qui est capable de pouvoir effectivement offrir une vision unifiée des clients. Voilà. Entre des canaux on et offline. Voilà. Donc, en fait, un client pouvait, par exemple, passer beaucoup de temps sur le site internet afin de personnaliser ce véhicule qu'il cherchait à acquérir et planifier un essai sur route. Et en fait, quand il est arrivé chez le concessionnaire, celui-ci ne disposait pas de ces informations détaillées et n'avait peut-être même pas le bon véhicule. Donc, il faut se dire que si vous ne disposez pas d'une CDP à l'heure actuelle, posez-vous la question, êtes-vous en mesure d'identifier facilement vos clients fidèles au cours des 3 dernières années? Que se passe-t-il si vous souhaitez affiner vos critères de recherche aux seuls achats d'un produit spécifique ou d'une catégorie de produits spécifiques effectués par des clients fidèles en magasin ou online? Et est-il facile de comprendre que la navigation d'un client est corrélée à ses activités, la navigation d'un client online, pardon, est corrélée à ses activités d'achat offline? En fait, la CDP permet, en bref, finalement, de répondre à ces réponses complexes de façon simplifiée sans avoir à solliciter les équipes techniques et donc d'éliminer les goulots des projets. C'est ça, et ça c'est bien résumé. C'est-à-dire qu'on va retrouver en fait pas mal de questions que se posent des marketeurs au quotidien. Et la CDP, il permet d'y répondre assez facilement, parce qu'à partir du moment où on a effectivement des données unifiées, on se rend compte que derrière, le reste suit assez facilement. On peut du coup directement passer au deuxième cas d'usage, peut-être Noémie? Tout à fait. Passons au deuxième cas d'usage qui va se focaliser davantage sur comment dénicher les tendances et les opportunités cachées grâce à la CDP. On va prendre l'exemple d'Estée Lauder, qui est donc un grand groupe de cosmétiques qui compte plus de 20 marques dans les segments milieu et haut de gamme. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ce grand groupe avait des dizaines de marques, des centaines de produits, parmi lesquels il fallait faire des choix. Quel produit je pousse, quelle marque je pousse, avec un défi bien réel. Comment je m'assure que le client il reçoit le bon message au bon moment, de la part des bonnes marques, sans pour autant être submergé. Donc, il y a aussi une question de pression marketing à gérer, évidemment. Et donc, en mettant en place un référentiel client unique, leur principal objectif, c'est de veiller à ce que à proposer une expérience de marque qui soit intéressante, coordonnée au niveau d'un groupe, au niveau de tous les pays, parce que c'est une marque mondiale, pour que le client ait le sentiment d'avoir une vision, enfin, tout du moins le sentiment d'avoir une expérience qui soit aboutie et sans couture. Et tout ça en gérant la concurrence interne entre les marques. Parce qu'évidemment, en tant que groupe, il y a des concurrences entre les marques, des produits qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, avec des positionnements qui sont parfois similaires. Voilà. Donc pour y parvenir, ils ont dû déterminer qui étaient leurs clients les plus importants pour chaque marque, donc un travail quand même important là-dessus, et cibler les clients en conséquence pour s'assurer qu'on envoyait les bons produits aux bonnes personnes. Alors, ils se lançaient dans cette voie, et plus ils se lançaient, plus ils ont mis en place deux choses grâce à la CDP, et plus ils ont identifié des opportunités nouvelles à travers l'étude des données clients. Voilà.
Au départ, on voulait uniquement donc positionner les marques entre elles, puis on s'est retrouvé à tirer un petit peu le fil, et on s'est rendu compte avec eux que le fait d'avoir l'ensemble des données au même endroit, ça offrait des nouvelles opportunités de visibilité, je dirais, de parcours et données clients aux marketeurs. Donc, par exemple, les ventes d'un produit qui a un chiffre d'affaires moins important ou qui ont une valeur faciale moins importante pouvaient tout de même avoir la valeur parce que c'était un produit de début de cycle, par exemple, qui allait entraîner derrière un parcours de fidélité intéressant. Donc, on a pu reconsidérer les produits dits à petite valeur parce qu'ils allaient entraîner derrière quelque chose de plus forte valeur. Ça pouvait enclencher aussi des achats répétés, des achats d'upselling, des achats de cross-selling, autant de notions, je dirais, qui avant étaient peu ou pas prises en compte, peu ou pas évaluées par l'entreprise et qui, dorénavant, pouvaient l'être. On peut aussi imaginer des montées en gamme à travers les produits qui avant n'étaient pas trop envisageables. Voilà. Donc, l'accès aux données clients leur a permis de pouvoir considérer un cycle de vie client plus étendu, plus abouti, et pouvoir du coup augmenter la valeur client à moyen et à long terme. Voilà. Donc c'est vrai que la CDP, du coup, permet de dénicher des tendances et opportunités, comme on lit sur la slide, et de pouvoir imaginer la suite et je dirais commencer une sorte de modèle prédictif, entre guillemets, de parcours pour les clients. Voilà. Cela a déjà dû vous arriver de recevoir des messages inconsistants, incohérents entre différents canaux d'une grande marque. Cela donne vraiment le sentiment que la marque, elle ne nous connaît pas, elle ne s'intéresse pas à nous. Et en fait, c'est là qu'une CDP entre en jeu. Nous sommes une grande marque, nous avons la capacité de créer ces expériences pertinentes et cohérentes. Passons ensuite au troisième cas d'usage, qui est axé, lui, sur l'expérience client personnalisée et sans couture avec l'entreprise Space NK, qui est en fait un distributeur de marques de luxe anglaises dans la cosmétique. Il s'agit en fait d'une marque fortement centrée sur le client, visant à rendre l'expérience client totalement transparente et véritablement personnalisée. Effectivement, je trouve que Space NK illustre vraiment à merveille l'approche dite omnicanal d'un réseau de magasins. En l'occurrence, eux, ils en ont entre 50 et 100 magasins. Voilà, c'est une marque en croissance. Et c'est vrai qu'ils avaient cette volonté de fidéliser leurs clients avec une approche multicanal, omnicanal, donc à la fois en magasin, mais aussi sur Internet. Et donc, finalement, la CDP a permis d'appuyer cette démarche de fidélité et d'évaluation et le faire de façon transparente à travers les communications. Donc, il y a eu des messages qui ont été envoyés après l'acte d'achat, donc en ligne ou au magasin, qui incitaient les clients, par exemple, à donner son avis en échange de points supplémentaires sur sa carte de fidélité. Et il y a eu aussi des messages de suivi qui informaient le client du nombre de points qu'il avait pu agréger, collecter au fur et à mesure de ses différentes actions, et qui lui rappelait qu'il allait les perdre au bout de 2, 3, 4 mois. Et donc, du coup, ça incitait le client à revenir en magasin, revenir faire un acte d'achat. Donc, ça allait stimuler un nouvel achat et du coup, augmenter sa valeur. Voilà. Par le biais d'achats complémentaires ou supplémentaires. Alors, il faut imaginer que ce genre d'action, ça nécessite une grosse quantité d'informations. Pour lui, le client, c'est transparent. Et pour l'entreprise, c'est bien réel. Pour pouvoir personnaliser des messages de façon vraiment aboutie, nécessairement, il faut avoir plein de données qui correspondent à cette personnalisation-là. Donc, cette stratégie d'engagement visant à faire l'effort de personnaliser les messages, il faut avoir en tête qu'il faut préalablement avoir une vision déjà assez aboutie des interactions qu'on peut avoir avec son client. Cette expérience qu'on appelle de cross-canalité permet effectivement de garantir une forme de fidélité. On se rend compte que sans aucune comparaison, un client cross-canal est 10 fois plus fidèle à une marque qu'un client monocanal. Donc, on va valoriser en fait ces cross-canalités. Donc, ça vaut le coup en fait d'aller chercher des données clients nouvelles pour venir nourrir cette cross-canalité. Voilà. Donc, ils auront du coup un solde de points qui est plus important, du coup un programme de fidélité qui va inciter les clients à revenir en magasin par le biais de récompenses, donner leur avis, recommander la marque auprès de leurs amis, leur entourage. Donc, on voit qu'on met en place un cercle vertueux visant à améliorer la valeur client. Tout ça, ça a pu être rendu possible parce qu'il y avait une CDP en place, parce qu'il y avait un référentiel client unique, qui pouvait mettre au cœur de la proposition de valeur une vision unifiée. Voilà. Donc, il en a résulté une amélioration d'expérience client en magasin, en ligne, et du coup une amélioration des performances du programme de fidélité. Voilà. Ok, merci Guilain. Alors passons au quatrième cas d'usage
qui aborde la réconciliation des données on et offline avec The White Company, qui est en fait une entreprise anglaise qui vend du linge de maison, de la décoration, des meubles. Alors, quatrième cas d'usage, de White Company, donc une entreprise en fait, donc, effectivement, qui vend du linge de maison, comme l'a dit Noémie. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez concurrentiel. Hein. Ce n'était pas les seuls à vendre ce genre de produit. Donc il y avait une envie de pouvoir se démarquer aussi à travers un capital data, comme on dit, un capital de données clients. Donc voilà, proposer une expérience de marque aboutie pour se différencier de ses clients à travers des campagnes de marketing online et offline. Et donc ça, ils pouvaient faire uniquement s'ils faisaient l'acquisition d'une CDP, pouvoir unifier leurs données clients. Alors, quels ont été un petit peu les résultats de ces actions-là? En fait, on s'est rendu compte que finalement, avant, l'entreprise passait par une agence pour gérer l'ensemble de ses données clients, aussi pour mettre en place des programmes automatisés. L'agence, c'était pas forcément une agence spécialisée non plus, c'était plutôt une agence de communication. Donc, il y avait quand même un certain processus d'apprentissage. Ils ont décidé d'internaliser l'ensemble de la production eux-mêmes grâce à la mise en place de la CDP. Nécessairement, on est passé d'un délai de 2 semaines à un délai de 2 jours. Voilà. Donc, il y a un rapport vraiment de 2 à 14, hein, donc de 1 à 7, si je fais bien le calcul, entre l'avant et l'après. Donc, il y a un gain finalement de productivité assez important voilà, en termes de tout, hein, en termes de ressources internes, de budget marketing, et puis aussi forcément d'expérience client. Hein, parce qu'imaginez bien qu'on reçoit un mail le lendemain de son achat, alors qu'avant on recevait 14 jours après, forcément ça fait une différence. Voilà. En fait, pour résumer, mettre en œuvre une CDP donne la possibilité aux marketeurs d'accéder aux données et de disposer d'une approche vraiment multicanale avec un seul et unique point de décision. Et en fait, cela permet non seulement de supprimer les silos de données, mais aussi d'aider à briser ces silos opérationnels au propre à un canal et d'encourager les équipes marketing à adopter une vision plus globale de l'expérience client. Passons maintenant au dernier cas qui aborde le reporting et l'attribution en matière de campagne marketing. Ouais, voilà. Donc, dernier cas, mais néanmoins intéressant, puisque ce qu'on veut, c'est pouvoir piloter ses campagnes, pouvoir comprendre les performances des campagnes. Donc, ça, on parle de reporting, d'attribution marketing. Donc là, j'ai abordé préalablement le fait de regrouper les données en un seul et même endroit centralisé, donc éviter les silos de données. Ça, je dirais que c'est le bénéfice primaire et prioritaire d'une CDP, mais il y a un autre bénéfice intéressant, c'est une CDP doit être capable de pouvoir fournir un point centralisé en termes de reporting et d'attribution marketing. Voilà. Pour beaucoup de nos clients, c'est vrai que ça permet d'avoir une meilleure compréhension de la manière dont les points de contact sont interdépendants dans le parcours et dans la globalité de l'expérience. Donc effectivement, comprendre quels canaux, quelles pubs, quelle mécanique permet de toucher votre cible, votre audience, ça permet en fait de mieux comprendre comment vous arrivez à convertir vos clients et par quels moyens vos clients du coup sont sensibles à vos actions marketing. Ça permet aussi de mieux orienter du coup vos investissements puisqu'on pourra savoir exactement quelles actions ont été profitables et on pourra en fait décortiquer les actions de façon précise. Alors, aujourd'hui, ce qui est compliqué pour les marketeurs, c'est de ne pas bien comprendre effectivement à quoi est due la performance. Est-ce que c'est dû à une offre qu'on a changée? Est-ce que c'est dû à un canal qu'on a modifié? Est-ce que c'est dû à une dépense marketing qu'on a arrêtée ou au contraire qu'on a augmentée? C'est souvent quelque chose qui est compliqué à comprendre et on reste souvent au milieu du gué, on a remarqué. Il n'y a pas une vision aboutie de ces choses-là. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, chaque solution MarTech a sa propre vision des choses. Un outil d'email marketing va forcément favoriser le last touch. Hein, ça va effectivement l'aider à rendre son canal profitable. Il y a Google qui va effectivement privilégier le click-through rate, donc le taux de clic, parce que lui, il va en CPC, donc son intérêt, c'est favoriser un taux de clic. Facebook aura une autre démarche encore qui va favoriser ses propres canaux. Donc on voit bien que chaque plateforme aura vraiment envie d'aller vers là où la lumière est la plus forte pour lui. La réalité, elle est ailleurs. La réalité, c'est qu'en fait, à travers un parcours client, vous avez une multitude d'interactions avec le client. Il n'y a pas qu'un clic, il n'y a pas qu'un last touch. Donc vous, en tant qu'annonceur, votre enjeu, ça va être de comprendre l'ensemble de ces points d'interaction. Et c'est là où la CDP vous aide. C'est là où la CDP vous fournit un reporting qui est centralisé, qui
qui est des données agrégées entre l'ensemble de vos canaux marketing et commerciaux. Alors, ce qui rend la CDP vraiment unique, c'est que ça supprime de façon complète la notion de parti pris. C'est une notion agnostique. Elle n'a pas de, je dirais, d'argent investi dans tel ou tel canal. Donc, elle va vous permettre de vous réconcilier avec la notion d'impartialité, on va dire, en vous proposant un reporting sur l'ensemble du parcours client, de la première interaction jusqu'à la dernière interaction. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, quelques autres, je dirais, cas d'usage non documentés, mais qui néanmoins restent pertinents, sur lesquels je vais rapidement parler. Il y a les cas où on va venir enrichir les équipes commerciales. On va connecter un CRM à une CDP. Donc là, on vient en fait transmettre l'information marketing qualified leads ou sales qualified leads à des commerciaux qui, eux, du coup, peut-être préféreront appeler le client ou le prospect. Donc, typiquement, on sent qu'on a un prospect chaud qui est arrivé au bout d'un parcours. On va pouvoir l'envoyer dans le CRM pour pouvoir en fait le proposer au commercial et essayer qu'il poursuive l'effort, je dirais, d'engagement entre la marque et le client d'une façon plus physique, avec un appel téléphonique, voire avec un rendez-vous physique. Voilà. Autre cas d'usage qu'on constate, c'est avec le service client. On vient nourrir en fait un outil service client grâce à des données clients disponibles. Imaginez que vous êtes aux US, vous avez une ville qui parle à moitié espagnol. Vous voulez savoir combien de clients vous avez qui sont hispanophones pour pouvoir mettre au regard du nombre de clients un certain nombre de ressources d'agents de service client hispanophones, typiquement. Ça peut vous aider à mieux piloter votre activité de service client au sens large. Voilà. Et puis enfin, dernier cas d'usage intéressant qu'on a vu chez nos clients, c'est que les équipes de marketing et de vente avaient souvent une rupture de dialogue avec les équipes de data science ou avec les équipes de veille économique qui, elles aussi, du coup, manquaient de données clients. Donc, la CDP a pu être connectée à des outils de data science et de veille économique de façon à les aider à mieux modéliser l'entreprise au sens business model. Et c'est venu accélérer un processus de transition et de préparation de données. Voilà. Il y a aussi des CDP qui sont connectés à des outils de BI très, très, très évolués. Alors, des outils simples comme du tableau Power BI ou des outils encore plus évolués qui sont utiles dans le cadre, je dirais, de tableaux de bord aboutis. Voilà un petit peu tous les cas d'usage qu'on peut retrouver aussi chez nos clients et qui permettent du coup une meilleure performance de l'entreprise. Alors, dernier point, avant la fin de cette chronique d'experts, un petit peu d'ouverture sur le futur, sur l'avenir. Donc, on constate effectivement que la CDP est un outil d'avenir. On sent bien qu'elle a été conçue pour durer de par sa grande flexibilité. Elle a été conçue de façon innovante pour pouvoir s'adapter dans le temps. Donc, nous, ce qu'on voit chez Avancy, ce qu'on voit comme évolution, c'est effectivement la continuité de l'évolution au niveau de l'intelligence artificielle et du machine learning. Nous, c'est vrai qu'on utilise pour des clients, pas tous évidemment. Il faut déjà avoir une consistance importante en termes de données clients. C'est quelque chose qui va se poursuivre effectivement, notamment par rapport à ce qu'on appelle la next best action. Donc, c'est en français l'action la plus avisée. Quelle est la meilleure action à faire vis-à-vis du client une fois qu'il en a fait une? Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est vrai que l'IA là-dessus est assez intéressante parce qu'elle se nourrit des milliers et des millions de parcours clients pour pouvoir en fait proposer des choses un peu innovantes et offrir une expérience qui soit bien personnalisée par rapport à mon client et par rapport à son parcours. Deuxième chose qu'on pense qui évoluera pas mal ces prochaines années, notamment avec la suppression du cookie tiers, c'est l'évolution constante de l'intégration de technos publicitaires plus aboutis, ce qu'on appelle l'adtech, et la manière dont les marketeurs pourront du coup s'en servir et pousser de la donnée first party. Et puis enfin, troisième, je dirais, tendance que nous on observe chez Avancy, c'est la capacité de certaines CDP, elles auront une capacité à se transformer en data hub, donc en centre de gestion multicanal, omnicanal, à mesure que les canaux vont évoluer. C'est vrai que des nouveaux canaux apparaissent. En 2020, on a beaucoup parlé de TikTok, par exemple. Ces canaux-là vont venir suppléer des canaux anciens qui seront moins utilisés. La CDP sera en mesure de pouvoir intégrer ces nouveaux canaux assez facilement et permettront du coup aux marketeurs
d'avoir une vision totale, y compris d'un TikTok, y compris de n'importe quel réseau social au sens large, parce qu'il y en aura d'autres, c'est sûr. Voilà. Donc, ces CDP permettent de pouvoir être flexible, de pouvoir mettre à l'échelle des nouveaux business. Je vous remercie pour votre écoute. On espère que vous avez trouvé cette première chronique d'experts enrichissante et qu'elle vous permettra de mieux réfléchir à votre propre entreprise et à votre propre cas d'utilisation d'une CDP. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Toute l'équipe commerciale et Guilain, bien sûr, présent en particulier, est à votre disposition pour échanger avec vous sur tous ces sujets. Merci. Merci.